François Bay est avec nous, directeur général de Morningstar France. La question que tout le monde se pose, Jean-François, après ce premier échec de taille pour Donald Trump, c'est quoi? C'est un tournant pour les marchés. Ça y est, le fameux Trump trade a vécu? Le Trump rally a vécu, et la question c'est est-ce qu'on est face à un Trump crash? Carrément. Carrément. Est-ce que les marchés vont pas se retourner? Il faut bien dire là, pour l'instant, ça ressemble pas trop à un crash. Non. Au moment où on parle, le CAC 40, moins 0,5-0,6%. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait souligné ensemble le fait qu'il fallait être très prudent sur les États-Unis et noter en fait le risque politique qui avait été sous-évalué par les marchés américains, alors même que les indicateurs macroéconomiques étaient plutôt décevants, alors même que sur l'Europe, on avait un risque politique qui était vraiment surestimé, avec des indicateurs macroéconomiques qui étaient plutôt bien orientés. Donc on sous-estimait d'un côté, on surestimait de l'autre. Exactement. Donc on a, dans un premier temps, cette matérialisation de cette suranticipation. Je rappelle que les taux d'intérêt à long terme qui étaient fortement orientés à la hausse, 2,60 il y a encore quelques jours, enfin mi-mars sur le 10 ans américain. L'obligataire se repliait. Là, ça se replie, ça va à 2,35, donc c'est-à-dire que c'est un sentiment de la peur. On se fly to quality, on se retourne. Les taux se détendent, l'obligataire remonte. Voilà. Que les taux qui avaient fortement monté sous ce scénario de reflation, de stimulus Trump repartent à la baisse. Un niveau de volatilité sur les marchés actions qui repart à la hausse. On était exceptionnellement bas, on avait eu ce rallye plus 15% sur 6 mois et avec un rallye très fort sur les bancaires. On se souvient JP Morgan, plus 35%, etc. C'est plutôt orienté dans l'autre sens. La semaine dernière, c'est moins 1,5 sur le Dow Jones, moins 3% sur les bancaires, avec un niveau de volatilité qui est reparti vers les 15%. C'est la devise, le dollar qui baisse. C'est d'autre part l'or qui monte. On avait évoqué l'or ensemble en disant vous êtes sûr qu'il faut avoir un petit peu d'or, voilà. Donc c'était plutôt le bon macro bet. Donc c'était plutôt la bonne idée pour garder un peu de diversification dans cet environnement incertain. Donc ça se matérialise alors même que les indicateurs macroéconomiques sont toujours décevants. Je suis désolé, on n'a pas ce soutien. J'ai noté les commandes de biens durables la semaine dernière. Disons que c'est mitigé, quoi. Voilà, donc c'est en ligne. Voilà, les ventes de logements de 5,48 au lieu de 5,69 au mois de janvier. Donc voilà, on n'a pas vraiment un soutien. Les niveaux de valorisation, vous l'avez dit, on a touché des records, c'est très élevé. Et on a des sorties fortes. Donc les flux sont négatifs sur les actions américaines. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, fin 2016, début 2017, c'était vraiment les actions américaines qui étaient recherchées. Les flux, ce qui se passe justement. On dira tout à l'heure. Inversement, et on a aussi la Fed qui est plutôt en phase de hausse des taux, donc on n'a pas ce soutien du côté de la Banque centrale. Inversement, sur l'Europe, on a des risques politiques. Avec l'Europe, ça tranche avec l'Europe en termes conjoncturels déjà, parce que c'est ce qui est souvent mis en avant par les gérants de fonds que l'on interroge ici. Les fondamentaux sont bons, les statistiques. Les fondamentaux sont bonnes. On a encore vu l'IFO allemand ce matin. L'IFO, le moral des entrepreneurs allemands qui est au plus haut depuis 6 ans. On a l'indice Markit au plus haut en zone euro depuis 2011. On a l'amélioration des climats des affaires PMI à 56,7. On a les indicateurs qui s'améliorent dans l'industrie et en France. On a les salaires en zone euro qui augmentent de 1,6% et tenez-vous bien, plus 2,9% de hausse des salaires l'année dernière en Allemagne. Donc c'est des bonnes nouvelles. Je parlais de la Fed tout à l'heure aux États-Unis, c'est la BCE qui est ultra accommodante. TLTRO numéro 2. Elle va peut-être pas le rester longtemps en fait. Non, mais en tout cas. C'était les derniers TLTRO. Il faut déjà rappeler ce que sont les TLTRO. C'est les prêts, c'est les soutiens auprès des grandes banques. En fait, c'est une injection de liquidité, un prêt automatique. Qui ont rencontré un grand succès la semaine dernière. Voilà, plus de 200, près de 250 milliards d'euros. Le dernier, c'était 60 milliards. Donc on a vraiment un soutien et des indicateurs et un momentum qui est bien orienté sur la zone euro. Mais les investisseurs internationaux ont peur de l'Europe parce que d'une part, c'est le Brexit qui va être activé. D'autre part, c'est les élections en France. Donc on a cette chape de plomb qui plombe les marchés européens. Donc on a un peu ce sentiment, c'est un peu cette schizophrénie, en disant les marchés américains sont assez chers, les marchés européens sont pas chers, mais pourquoi il n'y a pas d'emballement? Donc on avait bien précisé sur l'Europe qu'il fallait pas se réinvestir
tout de suite, puisqu'on avait ces élections françaises qui viennent plomber un petit peu, tirailler les marchés européens. Alors après, on parlait de crack tout à l'heure sur les États-Unis. Il ne faut pas non plus paniquer. C'est moi qui ai parlé de crack. Je posais la question, est-ce qu'on est face à un crack? Il ne faut pas non plus paniquer et s'emballer, puisque, comme le rappelait Grégory Volokin, on a une croissance mondiale globalement qui est bien orientée, la Chine aussi. Donc on a un environnement macroéconomique qui est plutôt bon pour l'ensemble des marchés, notamment le marché américain. Ce qui nous gênait sur les États-Unis, c'était un petit peu ce grand écart entre les anticipations énormes sur Trump et la réalité macroéconomique. Les flux, peut-être, un petit mot sur les flux, puisque chez Morningstar, on suit ça pratiquement jour après jour. On a des investisseurs qui commencent à sortir, la semaine dernière, qui ont sorti les actions américaines. Alors, on est pratiquement à 9 milliards de décollecte sur les États-Unis, alors même que c'était là... Il y a eu une sorte, je dirais pas de pic, mais en tout cas, il y a eu un mouvement très net la semaine dernière. Voilà, c'est le plus haut depuis pratiquement un an. Il y a eu un événement particulier sur les États-Unis? Non, on attendait Trump, justement. C'est l'effet Trump qui a entraîné accéléré les sorties. Exactement. En toute fin de semaine, alors. Exactement. C'est intervenu vendredi. Plutôt collecte fin d'après-midi pour nous. Sur les émergents. Plutôt collecte sur le Japon, plutôt morne pleine sur l'Europe, parce que ça fait un moment qu'on est quand même en collecte ou décollecte très proche de zéro, donc on continue sur l'Europe, les investisseurs sont toujours pas acheteurs, décollecte sur le high yield US, donc ça se fait sur les actions en US, mais ça se fait aussi sur les obligations à haut rendement, donc les plus risqués. En revanche, forte collecte sur les obligations investment grade et forte collecte sur les fonds or. Donc on a vu un peu un on-off la semaine dernière. Donc c'est aujourd'hui encore un mouvement technique de retour vers les valeurs refuges, obligations or et de sortie sur les actifs risqués. Encore trop tôt pour dire si c'est un vrai changement. Encore trop tôt, parce que cet or qui repart à la hausse, on a eu pas mal d'espoir déçu. Là, on est à 1259 $ l'once, en hausse d'un 23% en ce moment même. Mais si on regarde ça sur une période un petit peu plus longue, sur 3 mois, on gagne quand même 11% sur l'or. Cette fois sera peut-être la bonne? Alors, nous, on est confiants sur l'or comme diversification, un peu sur les risques extrêmes, puisqu'on voit qu'il y a une période incertaine qui permet de retrouver un peu de la décorrélation, de la diversification qu'on n'a pas par ailleurs, notamment sur des taux. Sur l'Europe, on est relativement confiant parce qu'on n'a pas trop d'inquiétude sur les élections françaises, on en avait déjà parlé, et on voit d'ailleurs que les marchés obligataires aussi suivent un petit peu ça. Sur le 10 ans allemand, il n'y a pas trop de mouvement sur le 10 ans allemand. Et... Le fameux spread, le spread Le Pen qu'on appelait le spread Le Pen, on n'en parle plus. On n'en parle plus, voilà, donc c'est plutôt... Subitement, on n'en parle plus. Les marchés sont subitement focalisés sur les États-Unis, c'est plutôt Trump qui fait un petit peu peur. Et le risque de ne pas pouvoir enclencher ces réformes. Donc on teste un petit peu sa capacité, la fiscalité, l'investissement en infrastructure, le stimulus évoqué dans son programme. Vous dites que la présidentielle française n'est plus vraiment un sujet. Quand on interroge les professionnels de marché, ils ont quand même hâte que ça se termine d'une certaine façon. Oui. Que ça y est, on soit le 7 mai au soir et qu'on soit définitivement fixé. Ça reste quand même une hypothèque importante. Oui, j'ai pas dit que c'était l'euphorie et que c'était plus du tout un sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a un peu un statu quo. D'ailleurs, on le voit bien, il n'y a toujours pas de retour de collecte sur les actions européennes. Les marchés continuent à faire du surplace en Europe, malgré les bonnes nouvelles que j'évoquais tout à l'heure sur la macro et sur les résultats des entreprises. Mais voilà, c'est plus un sentiment de panique. On parlait du spread, de l'écartement du spread avec les taux ou de baisse forte sur les bancaires, etc. Tout ça, c'est un petit peu calmé, mais le feu couvre. Il suffit que demain, il y ait une nouvelle sur Macron, sur Le Pen, et on va voir que tout de suite, la mèche va se rallumer. Pour l'instant, ce risque s'est un peu calmé. Rappelez-vous, il y a un mois, on disait Mélenchon va peut-être se rapprocher de Hamon. Bon, finalement, il n'en a rien été. Ça peut encore arriver. Ça va se jouer en finale entre deux extrêmes. Voilà, ça peut encore arriver. Peut-être que demain, on va annoncer que Hamon rejoint Mélenchon. Donc, voilà, l'histoire n'est pas complètement arrêtée. Toujours est-il que je pense que jusqu'aux élections françaises, on va rester un petit peu sur ce statu quo. C'était notre scénario et je pense qu'il s'est avéré vrai. Et par contre, toujours quelques risques sur le marché américain. C'est pour ça qu'on continue à sous-pondérer fortement le marché américain. La raison pour laquelle l'euro monte tant, ou plutôt le dollar baisse s'affaiblit tant, c'est vraiment le dollar. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites.
Parce qu'on pourrait dire c'est plutôt du côté européen que ça tire à la hausse. Non, c'est plutôt le dollar. C'est intéressant que quand on est investisseur en zone euro, on perd sur la baisse des actions américaines et on perd sur le dollar, l'effet dollar. Ce qui fait que la catégorie actions américaines chez Morningstar est à 0% depuis le début de l'année. Si vous avez acheté un fonds américain, ça fait 0%, même moins 4% sur le fonds canadien. Inversement, si vous avez acheté des actions émergentes ou des actions européennes, du coup, on retrouve un petit peu de couleur sur ces classes d'actifs. Les actions émergentes, c'est plus 10% depuis le début de l'année, plus 13% sur l'Inde, sur des bons résultats sur la Chine, sur le Brésil, etc. Et l'Europe, du coup, en relatif, s'en sort plutôt bien puisqu'on est à pratiquement 5% depuis le début de l'année, avec un retour ces derniers jours de l'Italie et de l'Espagne, des Pays-Bas. Donc les États-Unis, c'est un peu la double sanction en ce moment, c'est le marché action plus la baisse du dollar. Mais j'en reviens à cette fermeté de l'euro, alors qui est surtout la résultante de la faiblesse du dollar. N'est-elle pas aussi due justement à toutes ces bonnes statistiques, à cette inflation dont on dit qu'elle revient et qui pourrait avoir un impact sur la politique monétaire de la BCE, alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, parce qu'elle va continuer son QI en réduisant son programme de rachat d'actifs, là, à partir de la semaine prochaine, à partir du début du mois d'avril. Mais bon, quid de 2018 ? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Pour nous, c'est le fait que les marchés européens soient sous-estimés et que la partie politique prenne un petit peu le pas en ce moment, fait que c'est un potentiel d'appréciation intéressant pour des investisseurs qui vont pouvoir jouer l'amélioration de la macro, plus l'amélioration des résultats des entreprises, plus le retour des flux qu'on attend tous avec impatience, plus la diminution de la prime de risque en fait liée au risque politique. Tout ça mis bout à bout fait qu'on va avoir en fait un marché européen plutôt bien orienté après les élections françaises selon nous, et plutôt un marché américain un peu en dents de scie parce que beaucoup de questions se posent en ce moment sur Trump et sa capacité à implémenter son programme. Donc c'est pas le crack aux États-Unis, mais c'est plutôt un marché en dents de scie qui devrait plus faire grand-chose parce qu'il est très très cher, très valorisé. Et inversement, on a plutôt à privilégier le marché européen tout le potentiel qu'on vient d'évoquer. Mais pas tout de suite, malheureusement. Il va falloir encore garder l'arme au pied et attendre que ces satanées élections aient lieu pour pouvoir prendre position. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le prix de l'énergie. Le pétrole, là, quand même, c'est un sujet, non, à moins de $50 le baril, en tout cas pour ce qui est du WTI américain. Bon, on tient quand même le cap des $50 pour ce qui est du Brent. Là aussi, on fait pas grand-chose finalement, ou est-ce que ça va continuer de se dégrader? On est loin des $60 le baril maintenant. Les matières premières, pour nous, c'est la Chine. Donc il faut regarder la Chine, l'importation, l'activité en Chine. On n'a pas trop d'inquiétude, on est toujours un peu sur un scénario de soft landing. Voilà. Après, techniquement, il y a les politiques de l'OPEP qui ont été vendues, qui ont été expliquées. Et finalement, la production en réalité, la Russie sort aussi beaucoup de barils et produit beaucoup. Donc, on a un petit peu ce double discours. De prolonger justement leur baisse de production. Voilà, donc on pense que nous, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'inquiétude sur les matières premières. Même les pays hors OPEP, vous parliez de la Russie justement, qui avait joué le jeu dans un premier temps, vont continuer de le jouer. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Il y a un vrai risque. Mais voilà, donc on n'a pas trop, on n'est pas trop investi sur les matières premières. Ouais. Donc prudence quand même, parce qu'il y a aussi la production de pétrole de schiste américain. Voilà, on préfère l'or pour ce côté contracyclique. Et alors le fait justement qu'il y ait cette décollecte du côté du high yield américain est lié justement à cette incertitude sur le pétrole. Le high yield américain, c'est surtout le secteur pétrolier, non? Les parapétrolières, me semble-t-il, ou pas seulement? Alors ça a été surtout les pétrolières, pas seulement, ça doit représenter de l'ordre de 10 à 15% du gisement au total. Ça a été un vrai sujet il y a 2 ans et l'année dernière. C'est à moins un sujet aujourd'hui. L'économie, le secteur s'est beaucoup restructuré. Aujourd'hui, la semaine dernière, cette sortie forte sur le high yield, cette réappréciation sur les obligations en rendement, c'est surtout l'effet Trump, en fait, qui est venu d'un seul homme. C'est un mouvement très indiciel, très technique, un peu comme on l'a connu vendredi sur les actions. Prise de bénéfices, parce que c'est une catégorie qui avait très très bien marché, très très bien performé. Et donc ce refuge, en fait, ce mouvement on-off
vers les valeurs refuges, c'est fait au détriment du high yield. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de détection de différences secteur par secteur, de grandes différences. Et voilà, donc pas d'inquiétude côté high yield et pétrole aujourd'hui. Alors, on prend vos différentes conclusions. Vous dites on a eu raison de sortir du pétrole, du marché américain. Du marché américain le temps qu'il s'ajuste. On ne revient pas sur les taux. Là, vous parlez quoi de l'obligataire, qu'il soit américain, qu'il soit européen. Qu'il soit américain ou européen. On ne revient pas tout de suite sur les actions Europe parce qu'il y a cette incertitude quand même, non seulement liée aux élections françaises, mais aussi, mais le Brexit, ça va prendre du temps. Hein, c'est le début cette semaine. Mais bon, voilà. Plutôt aux élections françaises. Qui est lancé en tout cas cette semaine, le Brexit, et on diversifie son portefeuille, l'or étant quelque chose qui reprend des couleurs. Que penser justement des valeurs qui sont un petit peu chahutées depuis quelques semaines maintenant, les financières, dont on dit qu'elles ont tout à perdre justement d'un nouvel échec, on va dire, de Trump, hein, des réformes, notamment la déréglementation des secteurs financiers. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut rester à l'écart. Oui, il faut rester à l'écart, surtout en Europe, de par le risque sur les élections. C'est vraiment, les bancaires, c'est vraiment un proxy, une concentration de tous les risques la plupart du temps. Endettement public. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, ça tombe sur les banques. Ça tombe sur les banques. Ouais. Par contre, il y a eu des très beaux rallyes, elles sont très peu chères, on a déjà parlé ensemble, un AXA qui délivre du 5 ou 5,5, un Generali, un BNP Paribas, il y a vraiment des rendements excellents, il y a des valorisations très faibles, mais pour l'instant, nous, on trouve que c'est un peu trop spéculatif, on préfère attendre les élections. Si vous voulez jouer un mouvement sur les bancaires et que vous êtes trader, n'hésitez pas, je pense qu'il y a des choses à faire justement dans ces mouvements un peu on-off. Mais pour l'instant, nous, on préfère pas y toucher et y revenir tranquillement fin avril, début mai, à passer les élections. Les valeurs liées aux matières aux ressources de base, je parlais d'ArcelorMittal tout à l'heure avec Grégory Volokin, 5%, plus forte baisse. Ça aussi, c'est des valeurs qui ont mangé leur pain blanc. Alors pour l'instant, ça a mangé son pain blanc. On est un petit peu dans la spirale que j'évoquais tout à l'heure. Trump plus, risque politique d'une manière générale. Et donc, il y a des prises de bénéfices très fortes qui vont se matérialiser. Et donc, là encore, on attend, bancaire cyclique, même pour combat, on attend fin avril, début mai, le temps d'y voir plus clair. Je suis désolé, mais... On fait pas rien quand même. On peut quand même regarder un petit peu les valeurs qui décalent un petit peu et qui gardent du potentiel. Se remettre sur des valeurs refuges, des défensifs qui ont été... J'allais vous parler des défensifs, parce qu'apparemment aujourd'hui... Que tu beaucoup oublié ces derniers temps. Voilà, si vous voulez faire des mouvements techniques, c'est peut-être en faveur des défensifs. Vu notre scénario, on sera plutôt acheteur de Santé, de Sanofi, de Air Liquide, etc. D'ici les 3 semaines qui viennent, parce qu'elles ont été un petit peu délaissées. Souvenez-vous, début 2016, c'était vraiment la recherche du low vol, de la défensive, qui avait toutes les qualités, mais finalement qui s'est avéré très très cher. Ça a corrigé avec le Trump Rally. Et donc là, inversement, ça revient en fait avec la correction des marchés. Donc on a sans doute une période plus favorable aux défensives, nettement moins favorable aux cycliques et aux bancaires. Et on se donne rendez-vous fin avril, début mai. Mais je reviendrai à vous. Vous reviendrez, vous revenez tous les lundis. Un petit mot en termes de taille aussi, de capitalisation, les small et mid cap. C'est un thème intéressant à avoir en portefeuille parce que finalement on est un petit peu immunisé par l'environnement international incertain. D'autre part, il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition, parce que quand on veut acheter de la fusion-acquisition localement, on se tourne vers des sociétés de taille moyenne. Et vu les taux d'intérêt qui sont assez bas et les entreprises qui sont plutôt en croissance et qui ont plutôt du cash, on va avoir une multiplication des opérations de fusion-acquisition. Donc on est plutôt, nous, favorables aux petites et moyennes valeurs, que ce soit en Europe et même à la limite sur le marché américain. Qui surperforme régulièrement les large caps. Ça surperforme tout le temps. Les marchés sont en difficulté. Je crois que sur les 20 dernières années, c'est un marché qui a dû surperformer 17 fois. Donc c'est vraiment structurellement une catégorie qui surperforme les large caps pour les raisons que j'évoquais. Donc du défensif, des small et mid caps et pour l'instant, on reste à l'écart de valeurs comme notamment les valeurs bancaires. Avant de savoir un petit peu plus sur les grandes échéances politiques que l'on a en Europe, en France en particulier. Merci Jean-François Bell d'avoir été avec nous, directeur général de Morningstar France, BFM Business. 15h27, on fait